pour commencer, je ne vais pas vous présenter Martha Rueff, que tout le monde connaît ici. Et je vais juste mentionner, peut-être dans l'innombrable chantier de travaux dans lequel il est engagé, les deux derniers. Un, déjà paru, la préface de l'archéologie du savoir dans l'édition Pléiade Foucault. À venir, un quarto, Jean Starobinsky, pour très bientôt, dont il a assuré la régie d'ensemble. Mais je ramène Martin vers, non pas ses origines exactement, mais son jeune âge. Son mémoire de maîtrise, c'était déjà sur Michaud. Merci beaucoup. Le sens des limites. D'où vient que la voix de Michaud, cette voix ténue et claire du Thin Man, cette voix si particulière dont le timbre résonne égal à travers la diversité d'une œuvre immense, ne cesse de nous solliciter par son étrangeté demeurée intacte, étrangeté née au contact inédit et poursuivi du naturel et de l'incroyable, d'une étrangeté qui semble n'avoir rapport à rien, sinon aux prérogatives de l'imagination. D'où vient qu'après les entreprises de philologie herméneutique impeccables de Bellour, entreprise qui prouve bien que la philologie est aussi la forme d'un poème, et l'acribie de certains critiques grands devanciers dans la conversation, certains sont à mes côtés ici, cette voix soit demeurée si singulière que l'injonction formulée jadis par Gide demeure encore devant nous. Découvrons Henri Michaud. Oui, découvrons Henri Michaud, quand bien même cette découverte n'aura plus le même sens qu'en 1941, et qu'il faut bien sûr démentir Blanchot le prophète quand il écrivait mal, commentant cette formule de Gide, l'influence d'un art est souvent fort étrangère à la connaissance qu'on en a, ou même à l'originalité qu'on lui attribue. Désormais, c'est en connaissance de cause que nous devons découvrir Henri Michaud et que nous pouvons nous découvrir en lui. Qu'on me permette de résumer ce paradoxe d'une double formule, la connaissance que nous avons de Michaud augmente la part de mystère qui nous attire en lui, la connaissance que nous avons de Michaud augmente la part de mystère qu'il crée en nous. Nous avons donc fait le pari à plusieurs que ces parts de mystère relèvent de l'éthique ou des éthiques de Michaud. On va s'en expliquer. Dans la dernière conférence qu'est donnée Henri Michaud dans sa vie, c'était à Buenos Aires, le 29 septembre 1936, à l'invitation de Victoria Ocampo devant les écrivains de Sourds, la dernière, c'est-à-dire la seconde, la première datant du 14 septembre 1936, Michaud prend en considération, sous le titre « Recherche dans la poésie contemporaine », l'état de la poésie française des années 30, et après des fortes formules mettant en garde contre toute conférence sur la poésie n'aime guère les conférences, où l'on peut aussi bien trouver de l'érudition, de l'autorité de l'art que du pédantisme et de la bouillie, mais pas de la poésie, et qui eussent dû interdire à tout jamais qu'on parle de la poésie comme d'une religion ou d'un sacerdoce, il s'exprime ainsi. Ouvrez une de ces petites revues de poésie comme il s'en crée une nouvelle tous les 6 mois en France, petite mais enragée, présomptueuse, exaspérée. On y parle de poésie comme d'un sacerdoce, de l'homme qui l'exerce comme un prêtre. Le surréalisme, une secte. Le grand jeu, une secte, des sectes partout. Qu'est-ce donc que la poésie ? Demande alors Michaud. Nous ne le savons pas. Les définitions témoignent de la certitude d'avoir bien délimité un sujet. Là-dessus, nous ne sommes sûrs de rien, bien que nous ayons manipulé, si l'on peut dire, autant de poésie que les meilleures époques littéraires. Nous savons chaque jour moins ce qu'elle est, et elle devient surtout une méthode de recherche. Entendons, et c'est un premier pas vers les éthiques de Michaud, que la poésie est moins liée à l'œuvre comme terminus qu'à la pratique, à la méthode de la recherche. Michaud poursuit « Notre attitude et notre démarche sont en ce sens strictement parallèles à celle de la majorité des sciences
qui manipule le monde et les choses, électricité, système nerveux, hérédité, mots, glandes, avec plus d'habileté que de connaissances. Attitude, démarche, manipulation, c'est donc par la pratique que la poétique se rapproche du savoir scientifique. Michaud va plus loin et il cite Bachelard. Il est surprenant qu'une définition du super-rationalisme de Bachelard s'applique à toute l'expérience poétique moderne. Et là, citation, soi-disant de Bachelard, « La démarche d'une pensée en rupture avec la pensée millénaire, pensée non plus réductrice, mais entièrement inductive et extensive, dont l'objet, au lieu de se situer en deçà de lui-même, se recrée à perte de vue. Cette pensée est libre de toute attache envers ce que l'on tenait auparavant pour définitif, science éprise de son seul mouvement. » Ce qui est surprenant, note Bellour, c'est que cette citation ne se trouve pas chez Bachelard, ni dans le Nouvel Esprit scientifique, ni dans la conférence consacrée au surrationalisme, publiée dans la revue Inquisition par Bachelard en juin 1936. Trouver ou controuver la formule de Bachelard, ou peut-être de Poincaré, permet de faire pièce au surréalisme. Évidemment, vous l'avez compris, c'est le super-rationalisme contre le surréalisme. Le super-rationalisme, si j'ose dire, au service de ma révolution. Ce que Michaud trouve chez Bachelard, c'est une poétique de la rupture et de l'esprit du non. C'est une pensée de la liberté et c'est un rapport à l'objet. Loin que la science se fonde sur un pacte phénoménologique avec le réel, qui reproduirait les conditions de l'objet, elle le recrée devant elle, à perte de vue. Elle est éprise de son seul mouvement. On comprend la valeur prophétique de cette déclaration, tout comme le nouvel esprit scientifique consiste à se dégager de la contrainte de l'objectivité et à dépasser l'opposition du savoir théorique et du savoir poétique. De même, le nouvel esprit poétique, le super-rationalisme poétique, épris de son seul mouvement, rompt les amarres, pour utiliser une expression à Michaud, avec les contraintes du savoir. Michaud va faire état des recherches menées scientifiquement selon le nouvel esprit poétique. On a tenté aujourd'hui d'atteindre le cœur de la poésie par des voies infaillibles et presque scientifiques. Il émet une prémisse de taille qui va relativiser la portée de ses découvertes. La grande poésie appartiendra toujours à ceux qui ont cherché plus que la poésie, à ceux qui ont dépassé la nature humaine, aux savants ou aux mystiques. Entendez bien, la vraie poésie n'est pas tant celle qui se moque de la poésie que celle qui se moque de la poétique et qui considère l'œuvre des savants, des théoriciens donc, et des mystiques, des praticiens, comme la poétique. Or, cette considération sur la poésie va tourner au règlement de compte avec l'écriture automatique des surréalistes. Constatant que la volonté est mauvaise lorsqu'il s'agit de poésie parce qu'elle a de conservateurs, limitatifs et antipoétiques, on a donc pensé qu'il conviendrait de supprimer la volonté et avec elle l'attention critique et l'effort de composition, et que toute vérification de la raison disparue, nous allions nous trouver en raccourci dans le royaume du poétique, d'où nous avait jusque-là écarté le souci de social et de poésie. Or, que vaut l'écriture automatique, ce communisme du génie? À lire les quelques douzaines de kilos de manuscrits que Michaud est allé consulter rue de Grenelle, il tombe sur la conclusion suivante: tout était merveilleux, mais avec seulement quelques miettes de poésie qui s'asphyxiaient entre elles, et surtout, beaucoup d'ennui. Ce n'était pas de la poésie, mais un étonnant moyen de se mettre sans effort en relation avec le subconscient. Libération peut-être, mais, je cite, « cette sensation inédite de libération que donnait ce procédé d'écriture ne se communiquait pas au lecteur. » Certes, les textes produits par l'écriture automatique sont d'excellents documents pour la psychanalyse, mais ce ne sont pas des poèmes. Il est important de rappeler les deux raisons qui les privent de ce statut selon Michaud. Premièrement, ils font l'économie de la volonté dans le double travail de l'attention et de la composition. Deuxièmement, ils ne sont pas adressés, les textes de l'écriture automatique. Ils n'ont pas de destinataire. D'autres recherches poétiques, précise alors Michaud, se sont occupées de la langue. Il semblerait que ces auteurs accusent la langue d'être un mauvais véhicule de la poésie et de la complexité du monde intérieur. Les mots seraient porteurs des ulcères de la prose, habitués qu'ils sont à ces petites servitudes, je veux dire aux nécessités sociales. Michaud cite alors les libérateurs de mots, Joyce, Fargue,
Perret, Michaud, qui parle de lui à la troisième personne, Eugène Jolas et le groupe franco-américain dit de rébellion contre le mot. Après une pique bien savoureuse contre Joyce et ses mots de professeur et de linguiste, Michaud dit que sa proximité à Fargue, l'un et l'autre, Fargue et Michaud, forgent des mots directs et évocateurs intuitifs sans aucun souvenir étymologique. J'y reviendrai. Il cite un long passage de Fargue dans lequel, et on sent que c'est critique, la néologie, comme il le dit, sert la nécessité de l'orchestration. Et comme il ne cite rien de lui, on peut supposer que chez lui, la néologie ne répond pas à ce besoin. Michaud marque un temps d'arrêt et se lance dans ce qui constitue le cœur de son propos. On est en 1936. Tout cela est d'abord un travail sur les mots, le subconscient reste inerte, il affleure à peine, le poète a là un rôle passif. D'où sans doute l'ennui que dégage ce style dans son essence dépourvu de force et de vie. Ne pourrait-on pas pénétrer plus avant, entrer violemment dans le subconscient, dans la zone interdite, dans les états dangereux, où les ascètes, les mystiques, les mages, les délirants, les voyants, jusqu'aux fous, ont été abattus par l'angoisse, la macération et les désastres physiologiques, ou arrachés à eux-mêmes par l'extase mystique ou pseudo-mystique, d'où ils nous ont rapporté les plus surprenants noyaux de poésie qui soient. Facile à dire, objecte-t-il, mais il faut peut-être d'autres dons que ceux des poètes. Cependant, il est bien vrai qu'aidés par les études actuelles sur la psychopathologie, les poètes sont tentés par la recherche et l'introspection, et ce que j'appelle le maniement de l'âme, ou plutôt du monde intérieur. Il les précise, état second, dépersonnalisation, pseudo-hallucination, hallucination proprement dite, troubles infinis de la synesthésie, tout cela, les poètes ont essayé de le connaître par l'intérieur, par leur expérience personnelle. La poésie, dans ce cas, n'est pas, comme on le dit trop fréquemment, un instrument de connaissance, mais l'œil est le témoin de cette recherche. Texte extraordinaire et fascinant et de grand poids pour notre propos. Il ne s'agit pas seulement de noter, en cédant au vertige de la prophétie, que Michaud annonce les expériences du cycle de la drogue et indique toutes les voies de l'insubordination qu'il choisira et s'infligera dans les 50 années qui viennent. Il s'agit de souligner que la poésie est indissociable d'une pratique de soi, d'un exercice de soi, d'un maniement de l'âme. Il ne s'agit pas d'expérience, il s'agit de témoigner de la pratique de la transformation de l'expérimentateur. Soit une description très précise de ce qu'est l'éthique. C'est donc une description spécifiée de l'éthique comme appropriation de soi par des appropriations. J'y viens. Mais Michaud va préciser, je répète la date, on est en 1936, ce qu'il entend, en indiquant celui qui est pour lui le champion de toute catégorie de la poésie comme témoignage de l'épreuve de soi. Ce champion, c'est Kafka, en 1936. L'écrivain le plus notable qui ait expérimenté des états de conscience paranormaux semble bien être Kafka, Franz Kafka. L'expression « se mettre dans la peau des autres », si fausse pour la majorité des gens qui l'emploient, est vraie chez lui mieux que personne. Il représente la connaissance par osmose, il entre dans la peau d'autrui jusqu'à l'hallucination, jusqu'à ne plus être Franz Kafka. Il croit être ceci ou cela, et ceci et cela, et presque toujours épouvantable. Et il cite alors 2 longs extraits de la Métamorphose et de Le Terrier, et commente « Ces textes en vérité sont en prose, mais la matière première poétique y est fort dense. » Nous pourrions nous méfier de ces états dits dangereux. Il s'arrête. Il ne faut pas perdre de vue qu'un certain humour, très visible chez Kafka à la fin de sa vie, résiste au vertige de ces états, et que si l'on commence, pour ainsi dire, par faire le fou, c'est pour rentrer en contact avec son fort intérieur. On apprend qu'en prenant des risques, précise Michaud. C'est ainsi, l'article va finir ici, à peu près, que l'on va vers l'hygiène de l'âme et non pas vers la folie. Hygiène de l'âme. Cette hygiène de l'âme dont nous manquons, selon les orientaux, et qui est par ailleurs une des définitions du bouddhisme, nous conduit à la sagesse ou à la mystique.
Je tiens cette déclaration et le contexte où elle s'insère pour décisif. Et avant de quitter cette conférence de 36, il faut commenter ce passage. La poésie est une pratique de soi, une hygiène adressée, dit Michaud, une éthique. Elle fait défaut aux Occidentaux et ouvre alors sur 3 voies. Le voyage, pour se rapprocher des Orientaux, et c'est évidemment Équador, un barbare en Asie, mais aussi ailleurs. La sagesse, et ce sont les différentes écritures de sagesse qui vont jusqu'à Poteau d'Angle, et la mystique, dont on peut supposer, ce point est en débat, je le sais bien, que le support fut la drogue. Mais il y a plus. Que la poésie soit pratique de soi, nous l'avons compris, qu'elle engage, comme le super-rationalisme, un nouveau rapport au réel, Michaud le redit en conclusion, qui mêle poésie pour pouvoir et tranche de savoir. Pour un poète, c'est toujours la naissance du monde. Tout vrai poète, même s'il est expérimentateur et analyste par moment, tout poète connaît cette impression rare, tout d'un coup, et totalement, se détacher de l'humanité et entrer dans un monde qui ne doit rien à personne. Ainsi, pratique de soi et pratique du monde tiennent ensemble à un sens des limites bien particulier dont nous trouvons dans ce texte singulier une première version et une première illustration. Ce n'est pas seulement que la poétique soit le lieu de l'indistinction de la pratique et de la théorie, c'est-à-dire de l'exercice de soi et de la pratique du monde, c'est qu'il implique un rapport à soi qui définit les régimes de l'éthique. Ce rapport à soi, il est fait d'empathie hallucinatoire. Kafka croit être ceci ou cela, et cela est toujours épouvantable, mais aussi de distance. C'est-à-dire d'humour. Car à se confondre avec le soi engagé dans l'empathie, ce n'est pas pratique, si j'ose dire. Et ce n'est pas éthique non plus. L'éthique commence avec l'humour, avec la résistance au vertige, avec la diathèse très particulière, engagée dans ce contact qui est le maniement de soi-même. Comment comprendre ce rapport à soi? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ça, avoir rapport à soi? Comment mieux décrire son pouvoir sur sa propre passivité? On peut faire ici appel à un argument grammatical où vous auriez tort de voir une argutie. Il s'agit du cas des périphrases verbales diathétiques dont il est assez difficile de décider si elles relèvent du passif ou de l'actif, parce qu'elles disent que le sujet est actif dans le processus même où il consent à sa passivité, où il se prête à elle. Il s'agit de se faire X, se laisser X, par exemple se laisser tomber, se voir arriver, motifs et diathèse verbale qui, comme vous le savez, emplissent les poèmes de Michaud. Soit l'exemple très fréquent chez Michaud de la noyade. Il se laisse noyer, dit Michaud. Cet exemple, vous le savez, on le trouve aussi chez Martin Eden et chez le comte de Monte Cristo, peu importe. Le français dit bien qu'il se laisse couler comme on se laisse aller à la colère ou à l'émotion ou au sommeil, j'allais dire au soleil. Bon. Qu'on se laisse surprendre et même, comme la princesse, qu'on se laisse mourir. Formule étrange, quoique courante. Si l'on tient à la grammaire des actants, ces périphrases évoquent une action dans laquelle le premier actant est la même personne que le second et combine simultanément sur le même actant un procès actif et un procès passif. La difficulté est que tout se passe comme si ces périphrases faisaient varier la valence du verbe sans faire varier son sujet. Je m'explique. Je suppose un Prospero méchant, il y en a plein dans ailleurs, et j'imagine aussi le cas dramatique d'un noyé qui ne parvient pas à empêcher la noyade de sa compagne. Ou pire, imaginons qu'il la pousse hors du radeau exigu qui les porte. On dira bien que X laisse Y se noyer ou que X fait tomber Y. Ces cas sont très bien décrits par exemple par Ténière au chapitre 108 de ses essais sous le titre de diathèse causative. Mais comment est-ce que vous comprenez X se laisse couler? Faut-il comprendre qu'il est l'instigateur actif d'un procès dont il est aussi l'actant passif? C'est dur de se laisser couler.
C'est dur, il faut y aller. Si une sentinelle se laisse surprendre par l'ennemi, elle est, comme vous le savez, coupable de négligence. Elle est active dans sa passivité, puisque cette passivité lui incombe comme une faute. Cette formule dramatise un cas, évidemment, plus simple de pronominal, très souvent employé par Michaud, X s'endort. Je pense par exemple à Plume, dans Un homme paisible. En réalité, si vous faites attention à ce texte, qui est celui qui ouvre Plume, on s'aperçoit que le malaise que fait naître ce texte tient au fait qu'on n'arrive pas à comprendre, enfin on n'arrive pas à comprendre, Michaud joue sur le fait que se rendormir peut être vécu comme un acte agressif. Hein, je vous rappelle, ensuite le froid le réveilla, il était tout trempé de sang, quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui, avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours des quantités de désagréments, si ce train pouvait ne pas être passé, etc. Et il se rendormit. Et puis à la fin, vous vous souvenez, hein, quand il y a le procès, l'exécution aura lieu demain, accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Excusez-moi, je n'ai pas suivi l'affaire, et il se rendormit. Surtout, hein, vous avez dans les faits divers de Face au verrou, un texte extraordinaire qui s'appelle « Je rêvais que je dormais » et qui rentrerait tout à fait dans ce contexte. On peut poser la question sous cette formule, quel rapport du sujet à sa volonté, et par là même quelle thèse sur la conscience et ses limites, faut-il défendre pour poser que le sujet éthique qui se laisse couler, qui se laisse aller ou non à la noyade ou au sommeil, est actif ou passif? La profondeur de Michaud tient, me semble-t-il, aussi à la ténacité avec laquelle il n'élude jamais cette question, ni sur le plan moral, ni sur le plan politique d'ailleurs, conjoint chez lui dans une notion centrale qui est la notion de résistance. Cette résistance consiste à supposer entre le pronom personnel sujet de l'action et le pronom réfléchi un lien qui est à la fois d'identité et de différence. Quand je me laisse aller, je suis certes soumis à une nécessité physique, mais à laquelle je m'égale en m'y soumettant, et je ne saurais dire que je suis responsable de l'événement qui m'échoit, mais je ne peux pas dire non plus que je m'y soustrais. Il faudrait dire que j'acquiesce. C'est une dimension que Lefort avait relevée chez Michaud. Que je suis présent à ce qu'il me destine. Cette relation d'identité, c'est l'assentiment qui fait que c'est bien moi qui me laisse aller. Moi et pas un autre. La différence entre les deux pronoms sujets repose sur un dénivelé qui est celui que les stoïciens avaient analysé sous le terme hégémonicode. Cette dualité explique, me semble-t-il, le pluriel du titre qui nous rassemble. Éthique au pluriel de Michaud. Non pas éthique au singulier, mais éthique au pluriel. Je voudrais maintenant déployer ce pluriel selon cette double diathèse décrite par les moyens grammaticaux. Soit on prend le couple actif-passif par l'activité. L'activité que j'exerce sur ma passivité. Et l'on conçoit l'éthique comme morale. La morale, c'est le moment où un sujet décide lui-même d'accéder ou non à sa passivité. Soit je m'offre passivement à mon activité, je m'offre passivement, je cède à moi, et c'est l'éthique comme telle. Sans doute, la grande réussite de Plume est-elle de rendre indissociables éthique et morale, mais qu'on me laisse un instant les distinguer. C'est dire ma conviction qu'il y a, et j'espère que ça va vous déplaire, un Michaud moraliste et un Michaud éthicien. Un Michaud de la morale et un Michaud de l'éthique. Les éthiques de Michaud, donc éthique, morale et éthique, regroupent l'une et l'autre et commandent des régimes d'écriture très singuliers. On sait bien qu'il est difficile de distinguer ces termes, mais pour ma part, je vais réserver ici le terme d'éthique à la visée d'une vie que j'accomplis dans un rapport à moi, d'accord, comme chez, disons, Aristote, bon, et le terme moral à l'articulation de cette visée dans des normes que caractérisent à la fois une relation à la généralité, à la contrainte
à la règle, à ce que Laurent appelait tout à l'heure les préceptes. Il y a un Michaud moraliste, et il est facile de s'en convaincre. Cette tendance chez lui est même constante. Elle va de Les rêves et la jambe, c'est-à-dire très tôt dans l'œuvre, jusqu'à Poteau d'angle. Mais je citerai très volontiers, comme récit de moraliste, les grands récits de voyage, Ailleurs, Le pays de la magie, La vie dans les plis, Les tranches de savoir de Face au verrou. C'est le Michaud qui doit le plus à Swift et à Lautréamont. C'est le Michaud des maximes, des préceptes, et de la pratique répétée de la mise à distance de soi et du fantastique, c'est-à-dire en réalité d'une reprise de soi dans la morale qui peut mettre à distance ses expériences. Donc c'est le Michaud spectateur, on peut dire. Ici, l'outil littéraire qui frappe dans ce genre de texte de moralité, hein, c'est l'outil de l'estrangement, celui de Shklovsky, hein, qui fait que Michaud est si proche de Swift. Hein, on le sent bien. Mais il y a aussi... Michaud jette sur les comportements sociaux et politiques et sexuels un regard identique, par exemple, à celui de Swift, en réduisant les personnes et les événements à des composantes essentielles, et même les gestes les plus évidents, se laver, faire l'amour, etc., deviennent chez lui étranges, opaques, absurdes, comme s'ils avaient été vus par les yeux d'un étranger, d'un sauvage ou d'un barbare. Il y aurait beaucoup à dire sur les relations que cette morale entretient chez Michaud avec la politique la plus concrète. Mais il y a aussi le Michaud éthicien, celui qui inscrit l'éthique dans le souci de soi et le sens des limites de l'homme, de ce que signifie, comme il le dit dans Passage, que d'être homme. Ce n'est plus le rapport à la norme qui intéresse ici Michaud, c'est le rapport au soi et à toutes les multitudes de soi qui font un moi, ou pas, dans l'espace du dedans. Il n'est pas difficile, à ce titre, de faire la liste des éthiques de Michaud. C'est d'abord qui je fus, bien sûr, c'est mes propriétés, c'est lointain intérieur, c'est épreuve-exorcisme, sans doute un des plus grands traités d'éthique du XXe siècle, puis c'est la vie dans les plis, Passage, et la grande suite, bien sûr, de Misérable miracle, Infini turbulent, Paix dans les brisements, Connaissance par les gouffres, les grandes épreuves de l'esprit, etc., etc. Et puis, ce sera Saisir, Une voie pour l'insubordination, et les textes de la fin, Chemin perdu, etc. Vous l'aurez constaté, ce partage n'est pas chronologique, et surtout, il ne se confond pas tout à fait avec le partage que Michaud fait lui-même entre la sagesse d'une part et la magie de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la sagesse et de la magie dans la morale, et on peut avoir de la sagesse et de la magie dans l'éthique, selon que sagesse et magie s'articulent à la norme, ou selon qu'elles s'articulent au rapport qu'on entretient avec soi. Il implique, en revanche, ce partage, une distinction nette, entre la morale comme rapport à la norme hors de soi et l'éthique comme rapport à soi. Si j'eusse aimé vous entretenir du rapport à la norme chez Michaud, il m'a paru plus important et plus économique de me consacrer au rapport à soi. Et c'est ce que j'ai appelé le sens des limites. Donc l'éthique comme rapport à soi ou le sens des limites. Dans les dernières années de sa vie, Foucault, je vous rappelle que Foucault meurt en juin 84, quelques mois tout juste avant Michaud. Foucault a consacré ses recherches sur un thème qu'il énonce à plusieurs reprises dans la formule de souci de soi. Souci de soi. Il s'agissait pour lui de mener une enquête sur les pratiques et les dispositifs, les examens de conscience, les upomnématales, les exercices ascétiques, auxquels l'Antiquité tardive a confié une de ses intentions les plus tenaces, non plus la connaissance, mais le gouvernement de soi, et le travail de soi sur soi, l'épiméléia et au tout. Cependant, ce qui était aussi en jeu dans l'enquête concernait un thème plus ancien, celui de la constitution du sujet. Je cite, « la manière dont un individu se constitue comme sujet moral de ses propres actions ». Les deux thèmes, d'ailleurs, confluent dans un troisième que Foucault a évoqué à plusieurs reprises dans ses derniers entretiens, sans jamais l'affronter comme tel, l'idée d'une esthétique de l'existence. Une esthétique du soi et de la vie conçue comme œuvre d'art. Ce point
hein, le rapport entre pratique de soi et esthétique de l'existence, est sujet à caution, hein, il fait énormément discuter les Foucaldiens qui s'occupent de cette affaire. Donc je passe en fait. Ouais. Dans l'introduction au second volume de l'histoire de la sexualité, la pertinence d'une esthétique de l'existence dans le champ de la sphère éthique est établie au-delà de tout soupçon. Les arts de l'existence dont le livre s'occupe, ainsi que les techniques de soi à travers lesquelles les hommes ont essayé de faire de leur vie une œuvre qui porte certaines valeurs et répondent à certains critères de style, sont en réalité, je cite, des pratiques volontaires et raisonnées à travers lesquelles les hommes se fixent des canons de comportement qui ont un rôle que Foucault définit sans réserve, éthico-poétique. Et dans un entretien publié un an avant sa mort, il précise que le souci de soi n'est pas chez les Grecs un problème esthétique, mais qu'il est l'éthique même. Le problème du souci de soi ou du travail sur soi contient évidemment une difficulté préliminaire de caractère logique ou encore grammatical, c'est quel est ce soi du souci de soi. Le pronom c'est latin, qui exprime la réflexion dans les langues indo-européennes, manque, vous le savez, pour cette raison même de nominatif. C'est n'a pas de nominatif. Il présuppose un sujet grammatical qui opère la réflexion, mais il ne peut jamais être lui-même en position sujet. Le soi, dans la mesure où il coïncide en ce sens avec une relation réflexive, ne peut jamais être substance, ne peut jamais être substantif. Je vous rappelle d'ailleurs que Bréal, un maître de grammaire, Bréal avait montré que le terme ethos, en grec, est le thème pronominal du pronom réfléchi et, suivi du suffixe tos. C'est-à-dire que ethos, ça vient de c'est en fait. L'ethos, c'est vraiment le rapport à soi, même dans la langue. C'est-à-dire la manière dont chacun fait l'expérience de soi, du soi, ce qui implique l'idée d'un sujet éthique. Non, ce qui implique l'idée qu'un sujet éthique, c'est une contradiction dans les termes. Il ne peut pas y avoir de sujet éthique. Ça n'existe pas. De là, les apories et les difficultés qui menacent à chaque fois, comme nous ne cessons de le lire chez Michaud, toute tentative de travailler sur soi. Le sujet qui veut entrer en relation avec lui-même sombre dans la nuit, dans la grande voie, dans la mer, etc. etc. Cette contradiction n'a pas échappé à Foucault lorsqu'il écrit, et je crois que cette formule est vraiment très importante pour comprendre Michaud, que le soi auquel on a rapport n'est rien d'autre que le rapport lui-même. Le soi auquel on a affaire n'est rien d'autre que le rapport lui-même. C'est, en somme, dit-il, l'immanence. Il n'y a pas de sujet avant la relation à soi. Le sujet est cette relation même et pas un des termes de la relation. Il me semble que cette identification du sujet éthique avec le rapport à soi peut être une des clés de lecture des éthiques de Michaud. Je passe à quelques démonstrations. Pour dire la chose suivante. Combien de temps il me reste, Laurent? 5 minutes, non? 5-10 minutes. Ouais. Je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que chez Foucault, cette éthique, comme rapport de soi à soi, a une conséquence directe dans sa théorie générale, qu'on va retrouver chez Michaud, c'est le primat de l'espace sur le temps. Foucault accomplit une opération très importante, qui est d'arracher l'éthique à la question de l'authenticité. C'est ce qu'il reçoit de Heidegger, si vous voulez. Or, l'authenticité, chez Heidegger, elle est définie par la reprise de soi temporelle. Non. Or, chez Foucault, c'est ce qu'il essaie d'arracher dans l'herméneutique du sujet, si l'éthique est un rapport à soi, elle se définit justement par les limites que j'essaie en permanence de construire entre moi, les normes et l'extérieur. Et comme dit Foucault, cette histoire devra inverser le primat de la temporalité qu'on trouve chez Heidegger. Il le dit explicitement.
Or, il ne vous aura pas échappé, je vais l'expliquer dans un instant, que chez Michaud, tout rapport éthique se dit en termes de spatialité, jamais en termes de temporalité. L'éthique, c'est mon être au monde dans la spatialité, dans les limites. Foucault, ainsi, ne nous donne pas seulement la triple clé du rapport à soi. 1, le soi ne préexiste pas au rapport qu'il est à lui-même. 2, ce rapport à soi doit être pensé à l'extérieur de la tradition de l'authenticité, qui est une tradition complètement étrangère à Michaud, ce qui implique, troisièmement, le primat de la spatialité sur la temporalité. Je crois que cette thèse d'une éthique du rapport à soi donne la possibilité de lire Michaud à partir de cette triple clé. Chez Michaud, l'éthique est le rapport à soi d'un soi qui n'est jamais soi. Ce non-rapport qui constitue le rapport à soi est résistance, exorcisme, dégagement, transgression, et pas épousailles, si vous voulez, fusion avec l'authentique. Et enfin, il implique le primat de la spatialité sur la temporalité. Comment comprendre en effet que les traités d'éthique de Michaud empruntent tous un biais spatialisant? Pourquoi se libérer est-ce toujours se dégager, s'ériger, se dresser face au verrou? Pourquoi l'éthique est-elle chez Michaud le lieu de la spatialité? Parce que l'éthique est le sens même des limites comme résistance. On pourrait le montrer de 5 façons, je les évoque avant de conclure. Elles impliquent tous, ces 5 façons d'analyser l'éthique spatialisée de Michaud, une tension entre sagesse et magie. Premièrement, l'éthique comme rapport à soi est un rapport aux limites du moi. C'est chez Michaud la grande affaire de l'individuation, de la difficulté de l'individuation du moi. Il n'y a pas à ce sujet dans l'œuvre de Michaud texte plus important peut-être que la postface de Plume. Vous vous souvenez de cette postface extraordinaire quand Michaud écrit « On veut trop être quelqu'un, il n'est pas un moi, il n'est pas 10 mois, il n'est pas 2 mois, moi est une position d'équilibre. » Mais on peut penser aussi à la grande affaire des limites du visage en pensant au phénomène de la peinture. L'éthique comme rapport à soi et comme rapport aux limites du moi permet à mon avis de dégager 2 concepts, je ne fais que les évoquer. Le fait que pour Michaud, l'éthique des limites du moi nous confronte à des singularités pré-individuelles, à ce qui arrive avant le moi, au moi qui veut l'affleurer, et aussi à des individuations non personnelles. L'extraordinaire bestiaire de Michaud, sa folie des monstres, renvoie l'un à l'autre à ses limites. Deuxièmement, l'éthique comme rapport à soi est un rapport aux limites du corps. Pas de corps aussi poreux que celui de Michaud. Lieu de passage, de transgression, d'espacement, d'ouverture et de circulation. Dans les termes de Merleau-Ponty, on dirait, mais je crois que ça ne colle pas, il n'y a pas de corps, il n'y a que de la chair. Mais en réalité, la chair, c'est une épaisseur, et chez Michaud, cet espace, c'est plutôt un espace de circulation. Ce point, vous le savez bien, a bien été étudié, et il est sans doute le lieu où la poésie et la poétique picturale de Michaud se rencontrent le mieux, la question des limites du corps. C'est l'imaginaire, si vous voulez, de la ligne et du contour. Troisièmement, l'éthique comme rapport à soi est un rapport aux limites de mes facultés comme capacité. Chez Michaud, on a affaire à un poète des facultés comme possibilité de faire. C'est ici que, dans ce rapport à mes facultés, que sagesse et magie jouent leur part la plus grande. Il y a chez Michaud 2 rapports principaux aux facultés. Tu les as évoqués d'ailleurs tout à l'heure. Oui, j'accélère. La privation comme sagesse, la sagesse de la privation, la sagesse de savoir se passer, et la magie comme puissance.
La magie, c'est ce qui appartient justement à l'imaginaire de l'éthique comme puissance de mes facultés. Mais Laurent, à juste titre, me dit que c'est un peu tard pour la magie. Ouais, tu as raison, c'est un peu tard pour la magie. Attends. Hop. Voilà. Quatrièmement, l'éthique. L'éthique comme rapport à soi est un rapport aux limites du langage comme expression. Donc, on a un rapport à l'individuation, un rapport à la corporéité, un rapport toujours éthique, évidemment, aux facultés, et évidemment un rapport aux limites du langage comme expression. La doctrine de l'expression chez Michaud engage une réflexion constante sur la ligne de séparation des mots. C'est par exemple le lieu de l'onomatopée, mais aussi du mot composé. La doctrine de l'expression chez Michaud engage une réflexion sur la puissance performative du poème. Pensez à Agir, je viens, par exemple. Et enfin, la doctrine de l'expression chez Michaud engage une réflexion sur la ligne des constructions, comme chez Kafka. Monsieur le Président, je conclus. Michaud fut toute sa vie l'homme qui chercha sa mesure, la sienne, la mesure de l'être, comme disait Raymond Bellour. C'est pour cela qu'il eut le sens des limites et que ce sens des limites implique à la fois une morale comme rapport aux normes et une éthique comme rapport à soi. Nous avons mesuré combien cette notion de rapport à soi, centrale, implique des difficultés. On a aussi essayé d'évoquer les conséquences poétiques qu'elles ont dans l'œuvre de Michaud. On aurait pu symboliser le rapport à soi par la fameuse ligne d'Apelle, le peintre. Cette ligne qui nous sépare nous-mêmes. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire du contentieux entre Apelle et Protogène, tel que Pline la rapporte. La tradition classique est pleine de ces défis d'artistes, la grappe de raisin, le voile, etc. Mais ici, le contentieux porte sur une ligne. Protogène trace une ligne si fine qu'elle semble n'avoir jamais été tracée par la main d'un homme. Mais Apelle, un peu comme Robin des Bois à la fin du tournoi, avec son propre pinceau, coupe en deux la ligne tracée à l'aide d'une ligne plus fine encore. Cette ligne qui nous coupe en deux, chacune et chacun, et qui coupe en deux le rapport qui nous coupe en deux, a beau être d'une subtilité déchirante, c'est elle qui nous rapporte à nous-mêmes. Être devenu une ligne, écrit Michaud dans Misérable miracle, c'est catastrophique. Mais si c'est possible, c'est encore plus inattendu et prodigieux. Tout moi doit passer par une ligne. Plus qu'un autre, Michaud aura exploré cet art des limites avec le tact d'un athlète et la constance d'un mage. Cette exploration reste devant nous. Elle est la tâche de la poésie qui vient, et cette tâche, elle est éthique.